Bonsoir à toutes, bonsoir à tous. Dans cette circonstance, la priorité aux proches, à la famille, fait qu'il y a eu un certain temps pour attendre ses proches avant de laisser entrer tout le monde. Et comme vous le voyez, il y a tellement de monde que le musée a dû ouvrir une autre salle en bas où il y a beaucoup de monde qui regarde, qui est là, qui écoute, qui partage avec nous. Christiane Falgueret-Levaux, ici présente, a souhaité que je vous accueille en son nom. Vous comprenez bien pourquoi, étant donné la grande émotion, la brutalité aussi de cette disparition de l'être aimé de Christiane, de ses filles, de toutes ses filles, de sa famille, de ses amis. Il y a beaucoup de monde parce qu'il y a ici au moins 4 ou 5 générations. Il y a les amis de sa jeunesse qu'on entendra tout à l'heure. Il y a la génération de ses filles. Il y a la génération de ses petits-enfants. Il y a même ici un bébé de 6 semaines qui va partager, qui est le petit-fils de l'ami griotte du Sénégal, qui a souhaité rendre hommage aussi à Michel Levaux. Donc nous sommes nombreux, ce qui explique ce petit retard. Et Christiane a souhaité que, vous savez, une veillée aux Antilles, une veillée en Afrique, une veillée dans les campagnes françaises, c'est un moment où on parle du mort, où on le fait revivre, où on peut pleurer, on peut aussi sourire. Il nous en donne l'exemple, avec ce sourire qui nous accompagnera toute la soirée. On peut rire, même aussi, parce que si la personne était vivante, c'est qu'il y a eu des raisons de rire et de pleurer ensemble. Christiane a souhaité que l'art soit présent. Évidemment, nous sommes ici dans son musée, dans le musée qu'à deux, ils ont créé. Et c'est déjà quelque chose, vous voyez, ce n'est pas un mausolée, ce n'est pas une tombe, c'est un lieu de vie. Michel Levaux a commis peut-être une petite erreur, il est parti sans dire au revoir, vous le savez. Il est mort dans son sommeil au petit matin, Christiane l'a trouvé. Il est peut-être parti sans dire au revoir, mais il a eu la chance, je dirais, d'avoir plusieurs adieux de tous ceux qu'il aime, à Gorée, dans cet endroit où, dira-t-on, peut-être il a choisi de venir mourir, comme dit le poète, en pleine poussée de cisale, en plein travail, l'après-midi, en train de préparer comme scénographe l'exposition qui doit avoir lieu bientôt. Et en travaillant, en bêchant, j'ai beaucoup pensé à un mot, le mot fondation qu'il a créé avec Christiane. La fondation, c'est aussi quoi? C'est creuser pour faire creuser la terre, pour ériger quelque chose. Et il était en plein travail sur l'esplanade, puisque ça serait une exposition d'art contemporain en plein air, sous le soleil, dans la vie, dans la vitalité. Et puis après, on se repose le soir. Et puis voilà, parfois, on ne se réveille pas. Donc l'art est présent. Il est mort en travaillant sur quelque chose, non pas en pleurant sur Gorée, non pas en pleurant sur le passé, mais en présentant quelque chose avec Christiane qui allait montrer non seulement des traditions africaines, c'est-à-dire des images, des sculptures de ce grand musée transportées là-bas en Afrique, au lieu où elles sont nées, mais aussi de l'art contemporain des jeunes plasticiens, vidéastes qui, à Gorée, vont montrer leur avenir et leur présent. Donc vous voyez que quelque part, nous sommes quelque part vraiment dans la vie. Et dans, Christiane m'a dit lundi, il était toujours à préparer l'avenir. C'est un peu cet hommage que je crois ce soir, nous souhaitons tous lui rendre, avec le soutien bien entendu de ce qui est éternel entre la vie et la mort, c'est-à-dire l'art. Christiane a souhaité qu'il y ait les musiques de une de leurs grandes amies africaines qui va chanter tout à l'heure avec ses filles, les musiques universelles, celles de la flûte. Tous les peuples du monde prennent des roseaux, mettent un trou et font de la flûte, et qui est donc cette musique universelle que nous allons entendre aussi. Les musiques contemporaines avec le jazz de Alain Jean-Marie, qu'elles ont souhaité aussi vous faire entendre ce soir, et puis la poésie. Alors la poésie, oui, bien entendu. Et puis, je crois que si on devait choisir, mais quoi dire? Évidemment, mourir à Gorée, mourir en Afrique, ça veut dire se souvenir de ce fameux poème que nous ressortons chaque fois qu'il y a une disparition.
Les morts ne sont pas morts. Ils sont dans l'eau qui court, ils sont dans l'eau qui dort, ils sont dans le soleil. Écoute plus souvent les choses que les êtres. Les morts ne sont pas morts. Une belle consolation. Mais aussi, il est mort à Gorée, il est mort au Sénégal. Et j'ai pensé tout simplement qu'il fallait peut-être entendre ce qu'il aurait peut-être eu à nous dire s'il avait eu la possibilité de dire des derniers mots. Et puis de dire aussi ce que la famille, les amis, les proches, au premier coup de téléphone, ont pu ressentir. Les poètes sont tellement dans l'éternité, dans l'universel, qu'ils ont toujours un poème qui dit cela. Et donc, nous allons commencer en entendant le poète de Gorée, le grand poète du Sénégal, le poète Senghor, qui va parler avec Michel, ou Michel va parler par sa bouche. Et puis ceux qui ont reçu cette douleur vont aussi parler par la bouche du poète. Alain Jean-Marie. Ah, comme nous sommes dans la vie, il y en a qui ont oublié de couper les portables. Et donc, même dans une veillée vivante, pensez à éteindre vos téléphones pour la soirée. Ô mort, mort redoutable, tu m'as assailli encore cette nuit.
Cette nuit sans clair de lune, au bord de la mare perfide, panthère décochée de l'arc d'une branche. Ah, le feu de tes griffes dans mes reins et l'angoisse qui fait crier à minuit jusqu'aux doigts de mes pieds tremblants prisonniers. Ô mort jamais familière, par 3 fois visiteuse, je me rappelle ma course après la vie, comme après un lourd fruit qui roule sous le rognier. Quand m'ont assailli les angoisses, les peurs ancestrales, plus traîtresses que panthères, l'esprit ne les peut écarter au-delà des horizons diurnes de Gorée. Est-ce donc la nuit pour toujours? Oh, le départ sans au revoir, dans le déchirement qui m'ouvrira la horte, car je suis fatigué. La sirène du paquebot derrière Gorée sonne la lalie. La poitrine succombe à de graves énigmes, et je meurs de ne pas mourir, et je meurs de vivre le cœur absent, car je suis fatigué de n'aller nulle part quand me déchire le désir de partir, jusqu'en Cine, jusqu'en Seine. Je ne sais en quel temps c'était, je confonds toujours l'enfance et l'Éden. Comme je mêle la mort et la vie, un pan de douceur les relie. Je ne sais en quel temps c'était, je confonds toujours passé et présent. Comme je mêle la mort et la vie, un pont de douceur les relie. Que mes cendres fertilisent les fièvres de nos vies. Que mes cendres fertilisent les fièvres de vos vies. Alors les jours ont défilé en lugubre bambou, et les nuits jours sans le sommeil. Les pleureuses ont épuisé l'abîme de leurs larmes, sans engourdir notre douleur rebelle. Contre elles, nous avons recherché le fondement dans la vieille demeure, où asseoir notre espoir, et le jardin garde les pas, les jeux, la joie des générations. Quand nous tournons au coin du mur moussu, voilà de nouveau les senteurs tendrement mêlées du chèvrefeuille et du jasmin. Le soir, à 18h, sur le gazon, que rasent à cris menus aigus les hirondelles. C'est déjà transparente la lumière de novembre sur l'île de Gorée, après l'hivernage. Et nous voyons voler les anges sur leurs ailes diaphanes. Tu te rappelles, comme il embaumait le bonheur. Lorsque sonne le téléphone, comme au cœur un coup de fusil. Et j'ai dit non au médecin, il n'est pas mort, ce n'est pas possible. Pardonne-moi Seigneur, et balaie mon blasphème, mais ce n'est pas possible. Non, non. Ceux qui sont mignotés des dieux ne meurent pas. Dans notre automne, il était le printemps. Son sourire était de l'aurore, ses yeux profonds, son ciel cristallin et frangé d'humour. Il était vie et raison de vivre, lampe veillant dans la nuit et la vie. Brutalement, tu nous les as arrachés, tel un trésor, le voleur du plus grand chemin, qui nous a dit « La route est fatiguée, le marigot est fatigué, le ciel est fatigué. » Nous avions tout donné à ce pays, à ce continent nôtre, les jours et les nuits
et l'éveil, la fatigue, la peine et les combats. Mais déjà mort, tu le réclamais pour racheter notre peuple insoumis? Comme si 300 ans de traite ne t'avaient pas suffi au terrible Dieu d'Abraham? Et tu as crucifié la mer, haut sur un arbre de braise et de glace. Et la foi de la mer a chancelé sous l'éclair et la foudre, comme le cèdre fracassé qui ombrage la maison vaste. Mais elle s'est relevée. Nous sommes relevés, ayant foi dans la foi. Alors on l'a baigné pour les noces célestes, parfumé frais de vétiver, allongé son corps long dans une bière de bois précieux. Ses camarades l'ont soulevé, porté sur leurs épaules hautes, sous les fleurs, les champs comme des palmes. Tout un peuple lui fait cortège. À toi qui as beaucoup aimé, il te sera beaucoup pardonné. Vêtu du lin blanc, lavé dans le sang de l'agneau, ton sang, plongeant en bas ta main fine nerveuse, tu enracineras les basses et les contraltos dans la polyphonie. Alors avancera doucement, telle une frise de svelte linguère, le cœur des puissances. Elles évolueront lentement, tissant de nobles, soyeuses figures. Et toi, tu souligneras la syncope d'un cri de douleur, de joie, du cri même du paradis qui est bonheur. Oh, que revienne septembre et sa tendresse que tu aimais, la lumière plus pure, les jours plus courts qui chanteront les regrets des adieux. Et dans les sentiers du matin, au labyrinthe, nous revivrons et les jeux et les rires du royaume d'enfance, laissant à leur splendeur dernière altière Althea, orchidée et hortensia. Et nous laissant guider par l'éventail doucement du vent d'ouest, odeur verte des cèdres, odeur des rosiers odorants, odeur mêlée métisse des fleurs de la passion. Et il faut se défendre. Je surprendrai tes yeux de cyclamène dans les sous-bois qui éclairent le lierre, comme jadis les constellations dans le ciel, si serein du signe Saloum. Alors je sors du labyrinthe, pensant à toi, pensant aux adieux de septembre, et je m'approche de ta case aux senteurs de chants de musique. Quand j'entends monter vers le ciel les musiques. Je ne sais en quel temps c'était, je confonds toujours l'enfance et l'Éden. Comme je mêle la mort et la vie, un pont de douceur les relie. Je ne sais en quel temps c'était, je confonds toujours le passé et le présent. Comme je mêle la mort et la vie, un pont de douceur les relie. Mais en toute fin, il y a un commencement. Michel Levaux, c'est pour beaucoup d'entre nous la fondation. C'est beaucoup le lien avec Christiane. Mais il y a un avant, il y a une enfance.
Il y a là les familles qui représentent l'enfance, qui représentent l'adolescence. Et puis il y a aussi la jeunesse, les études polytechniques. Et donc nous allons recommencer par le commencement et écouter les témoignages des vieux amis, les témoignages de ceux qui le connaissent depuis plus longtemps que la plupart d'entre nous. Et maintenant, nous allons demander donc à 4 de ses frères, en quelque sorte, de bien vouloir venir accompagner son sourire parmi nous. Donc François de Vissoc, Hubert Lévy-Lambert, Jean-Marc de Boissac et Serge Raffet. Chacun son micro. Pendant que le téléphone est en train de s'éteindre, avec sa jolie musique d'accompagnement. Voilà. Vous venez? Approchez, vous détenez. Peut-être vous laissez tout simplement vous présenter chacun et dire votre témoignage. Alors, Bon, je suis un vieux compagnon de route de Michel Lehaut. J'ai fait sa connaissance quand il est rentré à l'école polytechnique, il y a 61 ans. Il y a 61 ans, école que j'avais intégrée l'année précédente. Et il a manifesté... Vous êtes quoi? Votre nom? Je suis Jean-Marc de Boissac. Et oui, il a manifesté tout de suite en entrant son indépendance d'esprit. Et comme j'étais le caissier des anciens en charge du maintien des traditions, on s'est frotté. On s'est un petit peu heurté. Et c'est comme ça que je l'ai connu. Et ça a donné naissance à une grande amitié. Et j'ai épousé par la suite sa cousine, grâce à lui, bien sûr. Et on a été en vacances ensemble. On a fait du bateau, on a fait du ski. C'était un grand sportif. Et quand il a pris la direction de Comilog et qu'il a eu besoin de quelqu'un de confiance pour s'associer à une reprise d'entreprise, pour créer une société indépendante de Comilog, pour gérer une des sociétés immobilières qu'il avait créées pour le développement du musée d'Appert. Il m'a demandé, il a pensé à moi, et j'ai toujours dit d'accord parce que j'avais une tellement grande confiance en lui, en son intégrité, en son intelligence, car il avait une intelligence très, très vive, très agile, que j'admirais beaucoup. Et lorsqu'il a créé le musée d'Appert, il m'a demandé d'être un des administrateurs de la fondation hollandaise qui coiffe la fondation d'Appert. Et il faut savoir que cette idée du musée d'Appert, il l'avait il y a plus de 50 ans, quand il commençait à s'intéresser à l'art africain. Je lui demandais à cette époque-là pourquoi cet intérêt pour l'art africain, ce qui était à des années-lumière de notre culture commune, de nos études scientifiques, de notre job de chef d'entreprise. Il m'avait répondu, d'abord parce que ça me plaît, et ensuite parce que je veux créer une activité pour quand je serai à la retraite. Effectivement, son dynamisme ne supportait pas l'inaction. Et pendant 50 ans, il a constitué ces collections qui appartiennent maintenant au musée d'Appert. Il a su créer les conditions de la fondation de ce musée. Il l'a rendu indépendant. Indépendant des sociétés qu'il avait aidé à le créer, indépendant de tout asservissement financier et indépendant de l'État à qui il n'a jamais voulu demander un sou. Et c'est une grande réussite. Et finalement, il était fier de cette réussite. Fierté justifiée parce que
il y a peu d'entre nous qui laissent derrière eux une telle œuvre. Et je fais confiance à Christiane et je lui souhaite bonne chance. Elle a beaucoup aidé Michel pendant toute sa carrière et je lui souhaite bonne chance pour continuer son œuvre. Merci à vous. Un autre des témoignages. Bon, moi je suis Serge Raffet. Il se trouve que j'ai exactement le même âge, à 3 mois près, au jour près d'ailleurs, que Michel, sauf que j'ai 3 mois de plus, ce qui montre que Dieu n'est pas fort en arithmétique, parce que sinon j'aurais dû partir avant lui. Mais enfin, ça c'est un raisonnement de polytechnicien sans doute, et probablement de mauvais goût. Je l'ai connu, je suis entré à l'X une année avant lui, et j'aimais faire du judo, lui aussi. On s'est retrouvés sur des tatamis, et ça n'a pas duré très longtemps parce qu'il était plus fort que moi, il était plus sportif que moi. Et au bout d'un moment, je me suis vexé d'être toujours par terre pendant que lui était encore au-dessus. Et j'ai laissé tomber. On est resté en contact quand même. Et puis ensuite, il a fait une carrière brillante que vous connaissez tous en Afrique et ailleurs. Il avait commencé à Dakar, je crois. Quant à moi, je suis parti sous d'autres cieux. Je suis parti de l'autre côté de l'Atlantique. Et en avril 1983, mon ami Jean-Marc, parce que nous sommes de la même promotion, m'a invité à soir à dîner. Il se trouve que Michel était là aussi, et je dois remercier Jean-Marc d'avoir permis qu'on se retrouve, parce que depuis 1983, ça va bientôt faire 30 ans, je crois qu'on ne s'est plus jamais quitté. On se revoyait très souvent, on déjeunait très souvent ensemble, soit du côté de chez moi à Montparnasse, soit dans le merveilleux restaurant qui est au sous-sol du musée. Et Christiane, de temps en temps, apparaissait, venait nous faire un sourire, et ses filles nous faisaient un sourire aussi en passant, mais elles étaient toujours toutes les trois trop occupées par le musée et par d'autres choses pour participer à nos conversations. Puis un jour, mais très peu, juste à cette époque-là, Michel avait un problème avec une société qui contrôlait aux États-Unis, qui lui donnait du souci, qu'il avait l'air de ne pas connaître d'ailleurs. Et comme j'habitais à ce moment-là aux États-Unis, je travaillais aux États-Unis, il m'a demandé d'aller y jeter un coup d'œil. C'était pas très loin de New York où j'habitais. J'y suis allé. J'ai vu que la société en question était en faillite. Personne ne s'en doutait, surtout pas Michel d'ailleurs, parce qu'il faisait confiance aux gens qu'il avait mis à la tête. J'ai eu l'idée de vendre cette société. Je l'ai vendue en 48 heures. C'est quelque chose d'assez exceptionnel. Je ne sais pas comment j'ai fait, un miracle encore. Et sans le prévenir. Et quand je lui ai dit, tu fais comme tu veux maintenant. Si tu penses que j'ai eu tort, tu leur envoies un telex en leur disant que c'était une farce, que je suis un farceur. Si tu penses que c'est bien, tu me signes, tu m'engages comme administrateur, mais d'une manière parfaitement illégale d'ailleurs, comme si j'avais été nommé administrateur un mois avant pour être chargé de cette vente. Il a trouvé que j'avais raison. Et d'un seul coup, j'ai trouvé un nouvel univers, c'est-à-dire que grâce à Jean-Marc d'abord, qui nous avait invités ensemble, et à Michel ensuite, je me suis découvert un nouveau métier. Et pendant les 20 ou 25 ans qui ont suivi, j'ai complètement changé d'activité. C'est-à-dire que Michel a eu une incidence fondamentale sur une grande partie de ma vie. Et j'en suis très reconnaissant à Jean-Marc. Puis ensuite, on a continué à travailler ensemble, on a continué à être très proches l'un de l'autre. Puis ensuite, il avait, comme disait Jean-Marc, il a eu l'idée, il a eu cette passion du musée qu'il a créé et dans lequel on est ce soir. Et je ne sais pas très bien comment conclure. Il est parti beaucoup trop tôt, ce n'était pas son tour. Il est parti, il était toujours très calme. Moi, ce que j'admirais chez lui, c'était son calme, sa sérénité. Je me souviens pas l'avoir jamais vu en colère.
et pourtant il avait beaucoup de raisons de l'être. Il faisait une confiance démesurée aux gens qui étaient autour de lui. Ça lui a valu beaucoup d'ennuis d'ailleurs, et ça a souvent frisé la catastrophe, mais il s'est toujours débrouillé pour retourner la situation. Et maintenant il est parti. Où est-il? Malgré de nombreuses conversations que j'ai eues avec lui, et ça peut nous conduire à des conversations philosophiques profondes, j'ai jamais su quelle était son attitude vis-à-vis de la mort, vis-à-vis de Dieu. Mais en tout cas, si Dieu existe, eh bien maintenant il doit être près de lui, et avec le sourire que vous voyez là-haut, il doit nous regarder, et je ne sais pas ce qu'il pense. Mais en tout cas, il me manquera beaucoup. Bonsoir Christiane. Voilà, je m'appelle François de Vissoc. Et comme Michel, j'ai appartenu à l'administration des mines. Il y a prescription maintenant quand même. Mais dans ce cadre, nous sommes rencontrés une première fois en 1963. Et à l'époque, Michel travaillait pour la préparation de la loi sur l'eau. Il n'y avait pas de tel texte dans la réglementation française, et c'était un changement considérable à partir duquel on a créé des agences de bassin qui ont eu un rôle très très important dans la gestion de notre environnement, de nos ressources. Et surtout cette loi, à laquelle donc Michel a travaillé avec foi, a été le point de départ d'une politique de l'environnement véritable qui se prolonge maintenant et qui se prolongera sans doute encore. Mais quand je l'ai connu, il avait déjà une belle histoire derrière lui. Et comme me le racontait son ami Pierre Levillier, qui est un ami d'enfance de Michel, mais qui n'est pas avec nous comme il aurait dû l'être parce qu'il a eu un grave accident il y a quelques jours, Michel était un élève bien sûr très doué. Il était turbulent parfois, ça n'étonnera personne de ceux qui l'ont connu. Mais ça ne l'avait pas dissuadé Il était enfant de chœur à l'église Saint-Jacques de Neuilly, c'est un point important. Mais ça ne l'a pas dissuadé de monter une expérience de chimie sous le bureau d'un de ses professeurs, avec un peu de feu d'artifice, et ce qui lui a valu de quitter le lycée Pasteur pour le lycée Chaptal, et ne l'a quand même pas empêché de rentrer à l'école polytechnique dans un rang excellent, puis de sortir dans le corps des mines, et à mon avis avec la bénédiction de Sainte-Barbe, compte tenu des précédents. Alors, son attachement pour l'Afrique, donc, qui s'est achevé à Gorée, avait pris naissance à Dakar, avec son premier poste qui a duré de 57 à 63, la direction des mines et de la géologie, puis au sein du ministère du Plan et de l'Industrie du Sénégal. Il y a évidemment acquis une vraie pratique de la géologie et de l'art des mines. Il s'y est fait des amis qui lui resteront très fidèles. Et parmi ceux-ci, je voudrais citer ce soir, bien qu'il ne soit plus, lui nous est quitté déjà, Bernard de Villeméjeanne, qui fut directeur adjoint du même service pendant les années 55-60, et puis qui après était le grand patron de Penarroya et d'Imétal. Et puis, cette amitié entre lui et Michel s'est prolongée pendant des années, et nous nous retrouvions régulièrement, Michel, Villeméjeanne, Pierre Levillier et moi, tous les ans. On refaisait le monde et on était entre amis. Alors Michel est rentré à Comilog en 1966. Sa carrière industrielle, vous la connaissez bien mieux que moi, je ne vais pas l'écrire longuement, mais je pense qu'il a eu un rôle absolument majeur dans le développement de l'entreprise sur tous les plans, que ce soit le plan commercial, le plan technique, sûrement, oui, la gestion des personnels, et certainement en très bonne harmonie avec les autorités gabonaises. Moi, j'étais à la même époque, ou par une partie de cette époque, au ministère de l'Industrie, également dans le secteur de l'énergie et des mines, et j'ai eu la chance de venir en visite à Moanda quelques jours, au milieu des années 70, et j'avais été étonné de la passion avec laquelle Michel parlait d'un élément du système qui était le téléphérique, qui allait de Moanda jusqu'au chemin de fer du Congo, et dont il connaissait dans la perfection le fonctionnement et qu'il avait fait progresser. Et il avait tellement perfectionné cet équipement et sa connaissance de ces systèmes était si fine qu'après, il s'est intéressé aussi de très près à Pombagalski, que tous les skieurs doivent bien connaître, puisque les remontes-pentes utilisent aussi cette technique-là. Alors, ensuite, sa tasse est devenue de plus en plus lourde à Comilog, dans un contexte qui devenait difficile. Mais je pense que c'est finalement, vous l'avez très bien dit tout à l'heure, le musée d'Aper, avec le soutien de Christiane, qui lui a apporté les plus grandes satisfactions, qui nous a apporté à tous tant de satisfactions qui vont se prolonger, et nous l'offrons revivre.
Mais donc l'essentiel, je crois, ce soir, c'est de le revoir par la pensée, comme par son image, bien sûr, de se souvenir de lui. Il était joyeux, il était créatif, il était chaleureux. Il adorait pour fond les idées reçues, je crois que vous l'avez dit tout à l'heure, et avait une curiosité absolument insatiable. Dans une technique un petit peu nouvelle, il lui fallait la comprendre, la posséder, la maîtriser complètement, la faire progresser. Et simplement dans l'art du musée, dans la façon de montrer les choses, regardez avec quel soin il avait travaillé sur les vitrines et l'éclairage. Ça m'avait stupéfié quand il me l'avait expliqué. Et imaginez également tout le mal, le soin que Christiane et lui portaient à la préparation des expositions. Alors, je me souviens aussi de son approche de la rédaction, puis de la production des catalogues du musée. Un catalogue d'exposition pour un conservateur classique de nos musées nationaux, c'est le grand œuvre de sa vie. Avant, il met toutes ses connaissances. Michel avait un autre but, c'était de rendre ces catalogues compréhensibles, beaux, accessibles à tous. Et ils avaient travaillé aussi bien sur le fond, de ce point de vue, que jusque dans leur production. Et il avait su en abaisser les coûts pour le bien de tous. Et ceci montrait à quel point il savait traiter les sujets en allant à fond et complètement dans le souci des détails. Il faut y aller à fond et complètement, car sinon, comme disent les Allemands, le diable se trouve dans tous les détails. Alors, on parlait de Dieu tout à l'heure. Moi, je dis, quel fameux diable fut notre Michel. Eh bien, je suis le quatrième, donc je vais être un peu plus court. Je m'appelle Hubert Lévy-Lambert, je suis également de la promotion en 1953. Et Michel était un ami de plus de 50 ans, et c'est vrai. Je l'ai suivi de peu à Polytechnique, puis aux Mines dans les années 60. Nous nous sommes retrouvés au début des années 60 dans la Commission nationale de l'aménagement du territoire, qui était présidée par Philippe Lamour, ainsi que dans la Commission de l'eau, dont a parlé François de Vissoc, où, sous l'égide de son rapporteur général Yvan Chéret, qui aurait dû être là ce soir, mais qui a été pris malheureusement par d'autres obligations, nous avons fait de l'écologie avant la lettre, avant que ce mot soit galvaudé par des politiciens qui se soucient malheureusement plus de leur avenir que de celui de Gaïa, la Terre. Mais ce serait fastidieux d'énumérer tous les souvenirs des années écoulées, qui ont été rythmés par les invitations périodiques, toujours annotées de la main de Michel, au vernissage des expositions, toujours plus époustouflantes, tant par leur contenu que par leur présentation, organisées par Christiane, à cette magnifique Fondation des Pères, où j'ai plaisir à me retrouver aujourd'hui malgré tout. Plus récemment, notre petit-fils Amos, devant se rendre au Gabon pour participer à la sécurité du championnat interafricain de foot, Michel avait bien voulu le recevoir ici pour le briefer sur les charmes du Gabon, lui offrir un magnifique catalogue et le briefer sur les risques du foot africain, que beaucoup connaissent peut-être mieux que moi. Dernière anecdote, j'ai écrit à Michel le 6 octobre dernier pour l'inviter à un important colloque que j'organise le 10 décembre à la Maison des X, dans le cadre du groupe X Sursaut que j'ai créé il y a quelques années, à l'occasion du centenaire de la théorie de l'évolution économique de Schumpeter, sur le thème très actuel, comment refaire de la France un pays entreprenant et innovant. Il m'a répondu du tac au tac, j'aurais été fort heureux d'assister, car le thème est important, mais pris par d'autres passions, je serai ailleurs, à Gorée, où nous ouvrirons 2 nouvelles expositions le 9 décembre. Si vous étiez libre ce mardi 9 octobre à Paris, je vous invite. Nous sommes allés le 9 octobre ici, et Michel nous a fait visiter cette magnifique exposition sur le design en Afrique. C'est la dernière fois que nous l'avons vue. Claudie, Christiane, Corinne, Carole, Laurence, Aurélie et Aude, Guillaume, Nicolas, Adrien, Alexandre, Ferdinand, Thibaut, Anaïs et Mathieu, par-delà la tristesse de la disparition de votre frère, de votre mari, de votre père, de votre grand-père, vous pouvez être fiers d'avoir côtoyé un tel homme. Comme l'a écrit le grand poète sénégalais Birago Diop, cité par le maître de cérémonie il y a un instant dans Souffle, les morts ne sont pas morts, ils ne sont jamais partis. Et dans ces mémoires qui viennent de paraître, qui s'appellent « L'oubli et la ruse du diable », Max Gallo précise que ne meurent que ceux dont on ne se souvient plus. Mais ne vous inquiétez pas,
Nous n'oublierons pas Michel. Je suis certain que Christiane veillera à ce que sa fondation d'Aper lui survive. Et surtout, vous pouvez être confiant qu'il restera longtemps vivant dans nos cœurs. Bon anniversaire, Michel, pour tes 82 ans. Merci beaucoup, messieurs, pour ces témoignages qui ont fait... Vous voulez ajouter, pour ces témoignages, vous voulez ajouter quelque chose? Oui. Qui nous ont fait revivre celui du début. Et je retiens une chose, c'est évidemment Polytechnique, les mines, les fondations et le désir au milieu de ces fondations matérielles sur l'eau, ou l'écologie dont vous parliez, etc., le désir d'aller aussi vers ces représentations artistiques à partir de cette même Afrique qu'il a d'abord connue par autre chose que l'art et qui était l'engagement dans l'industrie de ces pays émergents à ce moment-là. Vraiment, merci de vos témoignages, merci d'avoir cité aussi les noms de la famille que nous saluons tous dans les 3 générations. Et c'est aussi l'occasion d'ailleurs de saluer toutes les personnalités qui sont là et qui représentent, mais c'est vrai, dans une veillée, tout cela est anonyme, mais qui ont tenu à être là, comme par exemple la représentation de la ministre de la Justice, Christiane Taubira, l'ambassadeur Henri Lopez que nous allons entendre tout à l'heure, et le président du musée du Quai Branly, Stéphane Martin, qui est venu là, je dirais, en cousin, avec ces 2 grands musées, l'un national et celui-là, en effet, créé par Christiane et par Michel, et qui sont là des joyaux parisiens. Merci beaucoup de votre témoignage. Mais nous revenons à l'art, puisque visiblement, il a souhaité toujours terminer par cela dans sa vie. Et donc, nous allons entendre maintenant Ali Wagué avec la flûte qui, comme on l'avait dit, non, laissez. Non, ne fermez pas. Représente, on va poser ici, voilà. Représente ce qu'on disait tout à l'heure, la quintessence peut-être de la musique, hein, un morceau de bois avec tous les arbres de la terre dans tous les pays du monde pour célébrer quelque part quelque chose que Michel Levaux, nous l'a dit Christiane, aimait beaucoup, la flûte.
nous n'allons pas quitter l'Afrique. Nous allons recevoir maintenant l'ambassadeur Henri Lopez, qui a tenu à être présent, non seulement être présent, et apporter aussi son témoignage. L'ambassadeur Henri Lopez n'est pas seulement l'ambassadeur Henri Lopez, c'est un de nos grands écrivains du monde francophone, un des grands écrivains de l'Afrique, de son Congo, un des responsables aussi politiques longtemps dans son pays d'origine. Et puis c'est aussi, toujours le hasard, mais qui fait bien les choses, un voisin, puisque l'ambassade est à côté du musée. Et on peut dire que, Henri, tu connais bien le chemin du musée, le chemin de la Fondation de la Paix. Et tu as tenu à apporter ce soir, encore une fois, un témoignage de cette vitalité. J'ai hésité. Je ne pouvais pas refuser à Christiane la demande qu'elle m'a faite. L'atmosphère est au recueillement, à la méditation, à la tristesse, même si c'est avec le sourire. Et après ce morceau poignant, déchirant, que nous venons d'entendre, qui s'est terminé par un dialogue dont nous n'avons rien entendu entre l'artiste et Michel Levaux-Souriant. Moi, je vais peut-être, sera-ce du mauvais goût, je vous en laisse juge, je vais essayer de vous raconter une belle histoire, parce qu'il s'agit d'une histoire d'amour. J'ai le mauvais goût de dire que, tout au moins dans la littérature, les histoires d'amour sont toutes soit avant le mariage, soit après le mariage, en dehors du mariage. Tristan et Iseux, Roméo et Juliette. Et puis il y a les histoires de fées qui se terminent par un mariage. Ils vécurent heureux, mais l'histoire d'amour est terminée, on ne nous la dit pas. Or, celle que je vais vous raconter est le contre-exemple de ma théorie. C'était dans les années 82, peut-être 83 ou 84. Je note peu les événements que je vis. Un de mes condisciples de la Sorbonne me téléphone, j'étais à l'UNESCO, et il me dit « J'aimerais que tu reçoives pour un entretien une jeune journaliste. » Et lorsqu'elle est arrivée dans mon bureau, j'ai douté qu'elle fût journaliste. C'était presque une adolescente en jean et qui m'a interviewé sur mon dernier livre. Quelques mois plus tard, ce même ami me téléphone et me dit « As-tu été satisfait de l'article écrit par Christiane Falgueret ?» Je lui ai dit « Oui, je l'ai lu et il fait partie de mon pressbook. » Et il m'a demandé, étant donné ma relation avec Hervé Bourges, qui dirigeait à l'époque RFI, si je ne pouvais pas lui présenter Christiane Falgueret. Je ne sais pas la suite de l'histoire. J'en ai quelques versions. En tant qu'historien, je me méfie de toutes ces versions. Mais c'est à peu près ceci. Christiane Falgueret voulait faire une enquête sur le trafic illicite des œuvres d'art. Et elle rencontre un monsieur. Et alors, comme dans les plus belles histoires d'amour, je pense à Aurélien. La première fois qu'Aurélien rencontra Bérénice, il la trouva franchement laide. Là, c'est la première fois que Christiane
rencontra Michel, un combat s'engagea entre eux. Et de ce combat, rassurez-vous, qui n'était que verbal, allait naître une histoire qui s'est terminée ces jours-ci. Et s'est-elle terminée? Parce que dans Tristan et Iseult, elle se poursuit par-delà la mort. Et je ne sais pas, un certain temps après, je reçois un coup de téléphone de Christiane, que je n'appelais que Christiane Falgueret à l'époque, qui me demande de déjeuner avec un ami dans un petit restaurant du quartier Saint-Germain-des-Prés. Et là, elle me présente Michel et ils me font part d'un projet, d'un rêve. Ayant le sens pratique, trop pratique, j'étais sur ma réserve et ils m'ont parlé, je résume, Michel m'a parlé de ses années en Afrique, à la Comilogue. Et comment, durant ces années, il s'était intéressé, on l'a dit tout à l'heure, à l'art africain et qu'il possédait des collections et qu'il voulait faire, au début, il ne s'agissait que d'une fondation. Je ne voyais pas bien mon rôle là-dedans, mais ils m'ont demandé leur collaboration. Je crois, permettez, j'espère que ce n'est pas trop cuistre de le dire, ils m'ont demandé de préfacer le premier ouvrage de la collection d'Appert. Et alors, ici, je fais une parenthèse pour dire quelque chose que j'aurais dû dire au début, c'est que finalement, je suis bien prétentieux de vouloir parler de Michel Levaux. Je ne l'ai pas connu. Je l'ai aperçu, je l'ai soupçonné, mais je crois avoir pu toucher son œuvre et après ce que j'ai entendu aujourd'hui, j'ai grande envie de la connaître de la manière la plus approfondie. La suite de l'histoire, c'est une histoire entre deux êtres. Alors je vous ai parlé d'histoire d'amour. Je crois que le couple Michel-Christiane, c'était pas simplement un couple de vie privée, c'était un couple aussi dans le travail. Et ça, c'est leur force. Et au cours des différentes expositions, des inaugurations d'expositions auxquelles j'ai pu assister, Christiane nous recevait, nous montrait ce travail considérable dont elle a le secret. Et après un bonjour, je voyais glisser Michel en arrière, s'écartant de la foule, regardant si chaque lumière était bien réglée et fuyant. Et ça me faisait peur, parce que je me disais, nous sommes dans le superficiel, lui seul, avec Christiane, sont dans la profondeur. Et je me taisais, de peur de dire quelque chose de grossier. Voilà ce que je voulais vous raconter. Une histoire d'amour qui dépasse le cadre privé et qui se nourrit pratiquement du travail. C'est ce qu'on appelle le couple. Je ne sais pas comment terminer. Je pense que les histoires n'ont pas besoin de conclusion. Il suffit d'un point final. Je vous remercie. Merci beaucoup, cher Henri Lopez, pour ce témoignage.
en effet, on peut témoigner, tous ceux qui connaissent un petit peu l'histoire, que ça n'est pas par diplomatie qu'Henri a dit cela, l'histoire d'amour. Et ceux qui connaissent le début de l'histoire savent en effet que c'est vraiment un duo et un couple qui a transformé son amour privé en une édification de quelque chose qui était une passion réciproque. C'est difficile à dire, puisque Henri Lopez vous l'a dit. Je voudrais le confirmer par quelque chose de personnel. Christiane, en effet, était avant tout pour nous une journaliste. C'était une des meilleures journalistes littéraires. À Présence africaine, ailleurs, ensuite à RFI. Et c'était formidable de pouvoir avoir quelqu'un qui prenait au sérieux ses littératures et qui poussait l'investigation et puis qui voulait voir aussi, connaître, s'ouvrir. Et puis, un jour, puisque moi je la connaissais, mais pas de très près, et donc dans son existence ou sa vie autre, je ne voyais pas. J'ai simplement vu qu'un jour elle a disparu et qu'elle a réapparu. Elle est réapparue avec un mari, avec quelqu'un plus âgé qu'elle, avec quelqu'un qui avait une fortune, des moyens, qui avait des sculptures africaines, certaines parmi les plus belles du monde. Et j'ai été surpris, étonné, parce que je me disais, est-ce que c'est le bel oiseau des îles qui a trouvé un nid douillet? Est-ce que cette imprégnation de la littérature est partie pour aller dans quelque chose d'autre qui était l'admiration de froides sculptures exposées? Quelques autres comme moi qui l'aimaient se sont posés cette question. Et on a été totalement rassurés. Et on ne le dit pas par gentillesse, on dit qu'il faut dire du mal dans les veillées si elles sont justes et si elles sont vraies. Nous avons découvert que contre nos préjugés, il pouvait exister un grand amour entre ces deux personnes. Nous avons découvert que contre nos préjugés, ce monsieur était un fondateur et était celui qui travaillait jusqu'au dernier soir pour la scénographie et que son métier, les mines, les mains, était quelque chose qui était fondamental dans sa conception. Ce n'était pas un amour de belles sculptures sous verre, sous vitre, c'était quelque chose qui était aussi à fabriquer. Et que Christiane, est-ce qu'elle était en admiration devant ce collectionneur? Eh bien non. La fameuse rencontre dans émission, je ne sais pas si vous vous rendez compte, inviter un collectionneur à discuter sur la restitution des œuvres. Ça ne devrait pas donner une rencontre autre qu'éphémère et au revoir à la fin de l'émission. Sauf qu'elle a rencontré quelqu'un qui était collectionneur par souci de transmettre et que le travail industriel qu'il a fait en Afrique lui a fait prendre conscience de la coupure entre l'Afrique et les œuvres d'Afrique. Et avec l'idée, mais il faut restituer, mais non pas les rendre comme des voleurs, non, mettre en valeur, présenter ici, dans un lieu où on pouvait être dans le mépris. Ça n'est pas un hasard si c'est ici. Nous sommes dans un des lieux les plus prestigieux, les plus coûteux de Paris. Et c'est là qu'ils ont souhaité mettre leur musée. De la même manière, pour reprendre l'exemple du musée Cousin, le musée du Quai Branly, pour beaucoup d'étrangers, tire aussi sa valeur non seulement de son architecture, non seulement de la quantité des œuvres et des chefs-d'œuvre qui s'y trouvent, mais le fait qu'on ait fait le choix de mettre les arts premiers dans sans doute l'endroit le plus cher du moment, près de la Tour Eiffel, aux grandes dames de beaucoup de gens du voisinage,
et que ça aussi c'est un geste qui fait sens. Eh bien, il y avait tout cela. Et notre Christiane, grande critique littéraire dont nous avions besoin, s'est découverte en réalité comme quelqu'un qui était elle aussi fondatrice, qui a mis la même puissance intellectuelle et sensitive de ses sentiments et de ses sensations pour présenter ces arts d'Afrique qui sont, si vous voulez, je dirais, le propre du brouillon que dans nos Amériques, dans nos Antilles, dans nos Guyanes, nous avons. Et quelque part, cet amour dont a souhaité parler Henri Lopez, il s'appuie véritablement sur une rencontre quasi miraculeuse entre ces deux soifs, entre ces deux volontés qui, a priori, et avec nos préjugés, n'avaient rien pour donner un grand amour et n'avaient rien pour donner non plus une œuvre comme celle-ci. Christiane choisit les thèmes, fait les émissions, les expositions, les catalogues, et une des plus grandes expertes, le témoignage de ceux qui l'entourent, je pense à juste un exemple, quelqu'un comme Jean-Louis Paudras, qui a une telle conscience et un des plus forts appuis intellectuels et artistiques de ce musée, est là pour le confirmer. Et encore une fois, Michel Levaux n'est pas simplement un financeur, celui qui amène des moyens, mais il est à la tâche, et je dirais, oui, c'est ce que tu nous as dit, il est mort à la tâche en travaillant sur la scénographie extérieure pour présenter David Damoison, Jacques Benty, des gens qui ne sont pas de Gorée, pas de l'Afrique, qui sont de ce qu'on appelle la diaspora, c'est-à-dire des endroits où l'Afrique est allée en ayant tout perdu et où elle a dû reconstituer dans ses mondes créoles quelque chose. Et un des plus grands soucis de Michel Levaux et de Christiane, c'est de rassembler ces deux mondes. Et ce n'est quand même pas un hasard s'il meurt avec la synthèse de ces deux volontés, agorer, présenter des œuvres, présenter des expositions à ceux qui ne les ont jamais vues, sans doute là-bas, en Afrique, et en même temps leur présenter eh bien, la quintessence du travail de jeunes réunionnais, martiniquais, guyanais, qui présentent leurs œuvres modernes et contemporaines dans ce Gorée, qui est donc autre chose que simplement un réceptacle des douleurs du passé. C'est pour cela que je vous dirais qu'en effet, c'est une affaire d'un couple, c'est une affaire de famille, mais c'est aussi une affaire d'équipe. Nous sommes tous frappés, quand nous sommes invités ici à une conférence, des rencontres, un vernissage, par la manière dont l'équipe de ce musée travaille. Il y a évidemment du professionnalisme et il y a évidemment de la passion. Il y a évidemment surtout un esprit commun. Et c'est pour ça que l'équipe, c'est comme ça qu'il s'appelle, a souhaité venir ce soir vous parler et porter le témoignage de l'équipe du musée d'Appert et de la Fondation. Ils vont venir, ceux qui ne sont pas occupés aux manettes maintenant, et c'est l'une d'entre elles qui va vous lire le témoignage qu'ils ont souhaité. Voici l'équipe. Il ne nous est pas facile, tant la disparition de M. Levaux fut pour nous tous un choc. Et alors que nous étions séparés, les uns en France, les autres au Sénégal, de vous livrer ici tout ce qu'il représenta pour nous.
nous nous attendrons toujours à le trouver à la place qu'il occupait respectivement pour chacun d'entre nous. Certains espéreront un mail, un appel, une discussion. D'autres le trouver discrètement assis à l'entrée du musée, à l'accueil, saluant aimablement son équipe d'un bonjour cordial ou d'un comment allez-vous attentionné. Disponible et d'une très grande courtoisie en toutes circonstances, il avait toujours un mot gentil, que ce soit pour les prestations du Café d'Appert ou pour vous féliciter dans les bureaux du résultat d'une recherche ou d'une mission heureusement accomplie. Monsieur Levaux, pour nous, était avant tout un homme de partage, un humaniste, un esthète, qui, généreux, a su transmettre sa passion pour les arts africains au plus grand nombre. Nous garderons le souvenir de son érudition, de sa très grande curiosité et de sa volonté de donner au public ou au lecteur des documents dont l'authenticité ne puisse être contestée. Il était très attaché à la bibliothèque du musée, qu'il enrichissait régulièrement et qui, grâce à lui, regorge de textes indispensables et de grande qualité. Sa rigueur, sa persévérance et sa volonté d'aller toujours au fond des sujets traités nous a impressionnés et nous lui sommes reconnaissants d'avoir mis tant de cœur et de sérieux à l'ouvrage et d'avoir partagé ses méthodes de travail et de réflexion. Il aimait comprendre, faire comprendre, expliquer, voire même décortiquer. Toujours au courant des avancées technologiques, il avait des idées parfois avant-gardistes, souvent difficiles à suivre. Mais nous sentions que grâce à lui, à son tempérament, à ses convictions, à son énergie, de nouvelles portes étaient franchies. La réussite et le succès de ces différents projets ne l'ont jamais empêché de rester simple, discret et proche de tous. Nous regretterons également son sens de l'humour et de la dérision, un humour un peu pince sans rire que traduisait son regard et son sourire malicieux. Sa passion était véritablement communicative et sa présence discrète aux côtés de Christiane Falgueret-Levaux, son épouse, a permis au musée d'Appert de devenir une institution de référence à laquelle nous sommes fiers de contribuer. Nous sommes tous redevables à M. Levaux des années enrichissantes vécues au sein du musée. Merci à l'équipe. Je crois que Michel Levaux aurait été heureux de voir que pour la première fois, vous êtes sur la scène, on vous voit, et pas seulement, dans la discrétion de vos diverses fonctions. Nous allons maintenant poursuivre parce que vous avez parlé du fait que l'équipe était en effet séparée. Certains se trouvaient à Gorée pour préparer ce qui a lieu la semaine prochaine. Parmi eux, Myriam Mindou qui est là, parmi nous, qui assistait Michel Levaux dans le travail de scénographie et qui a fait la scénographie de cette soirée à travers les fleurs blanches qu'avaient souhaité Christiane et ses filles, et à travers aussi la cérémonie qui a eu lieu à Dakar, au Sénégal, où elle a magnifiquement arrangé, en quelque sorte, un jardin d'accueil pour la dépouille de Michel Levaux. Et elle est arrivée hier soir de son travail de préparation de la scénographie pour la semaine prochaine, et elle repart demain matin à Gorée pour continuer ce travail. Gorée, vous l'avez entendu dans le poème de Senghor, on l'a évoqué à plusieurs reprises, c'est l'endroit où Michel Levaux nous a quittés, mais c'est l'endroit d'un travail. Et parmi les amis très proches de cette famille, il y avait cette griotte, on va dire, Bigué Ndoye, et qui a tenu à venir ce soir, évidemment, faire ce que l'Afrique fait si bien, honorer avec le chant, la parole et la vie de quelqu'un qui était un de leurs amis proches et qui était, on peut dire qu'elle est de la famille. C'est pour ça que nous allons revenir donc en Afrique, au Sénégal, à Gorée, avec le témoignage de Bigué Ndoye, qui est accompagné de ses deux filles, Arambo et Eliane, qui vont donc maintenant donner leur salut à Michel Levaux.
Momile demna da berwetna. Michel Levaux. Vous étiez un grand homme, digne, humble, généreux, mais très discret. La dernière fois qu'on s'est vu, vous m'aviez invité à prendre un verre à l'Amirauté avec votre épouse Christiane Falgaret-Levaux. Malheureusement, je ne pensais pas que ce serait le dernier. Chaque fois que vous arrivez à Gorée, nous avons toujours ressenti votre patience pour prendre le temps de nous connaître, de nous comprendre. On dit qu'il n'y a pas d'hasard. On écrit son histoire. Michel, vous avez écrit votre histoire. Gorée, île historique, dont beaucoup d'âmes ont quitté pour partir à l'infini. Vous, Michel, vous avez choisi d'y venir et d'y laisser votre âme. Passionné de l'Afrique et de son art dans sa diversité, c'est surtout la richesse de son contenu émotionnel qui vous intéressait parce qu'elle prenait en compte toutes les dimensions de l'homme. Tout Gorée aujourd'hui est triste. En voulant mettre l'empreinte du musée d'Aper à Gorée, avec votre infatigable épouse Christiane Falgaret-Levaux, vous nous avez fait un clin d'œil, un beau sourire, et nous avez quittés sur la pointe des pieds. Parler pour Gorée aujourd'hui, ce n'est pas facile pour moi. Si tous les Goréens signaient quelque chose pour Michel aujourd'hui, on aurait rempli un livre. Le seul regret qu'on a eu à Gorée, c'est de ne pas connaître Michel depuis des années, avec sa femme Christiane Falgaret, l'infatigable. Courage et remerciements à votre famille qui a mis tout en œuvre pour que vos vœux sur l'exposition Gorée Saint-Louis soient exaucés. Il est vrai que je cherche mes mots, c'est l'émotion. Vous ne pouvez pas comprendre. Michel! Un petit enfant pouvait retenir Michel dans la rue en train de parler. Il faisait attention à tout le monde. Parler pour Gorée, parler de Michel pour Gorée n'est pas une chose facile. Je n'ai fait qu'essayer. Je pense que je vais m'arrêter là. Repose en paix, Michel. Wenjani wo ay alakhira khalam demon na bayne Michel demna
Wenjani wo ay alakhira xalam demoon na bay neex Michel dem na Dapper wet na Gorée wet na Christian wet na Michel demoon na bay miin Gorée wet na Gorée a ouvert son île, ses portes pour toute la famille de Michel Olevaux. Je vous remercie. Je ne veux pas continuer. Xalam demoon na bay neex Michel dem na 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 Xalam demoon na bay neex Michel dem na. Cet hommage se termine. On a parlé d'une histoire d'amour. Encore une fois, Henri Lopez a parlé des contes qui se finissent bien. Ils furent heureux et eurent des enfants. Et les deux filles, Aude et Aurélie, de Christiane et Michel, ont souhaité porter un témoignage sur leur père maintenant. Notre père n'aimait pas vraiment nous faire la morale. Il préférait nous faire réfléchir, apprendre, comprendre, tout ça pour grandir. Il était toujours là pour nous, avec sa sérénité, son sourire qu'on voit ici, sa patience et son amour. Dans sa chambre, encadrée, il y avait toujours le même poème. Ce poème, c'est « Tu seras un homme » de Kipling. Alors, ce poème, c'était sa philosophie, c'était son mode de vie, ses instants de vie. Et maintenant, nous souhaitons que ce soit vraiment notre philosophie, notre mode de vie, puisque nous sommes son héritage. Si tu peux voir détruit l'ouvrage de ta vie et sans dire un seul mot, te mettre à rebâtir, ou perdre d'un seul coup le gain de 100 parties, sans un geste et sans un soupir, si tu peux être amant sans être fou d'amour, si tu peux être fort sans cesser d'être tendre, et te sentant haï, sans haïr à ton tour, pourtant lutter et te défendre. Si tu peux supporter d'entendre tes paroles travesties par des gueux pour exciter des sots, et d'entendre mentir sur toi leur bouche folle, sans mentir toi-même d'un seul mot, si tu peux rester digne en étant populaire, si tu peux rester peuple en conseillant les rois, et si tu peux aimer tous tes amis en frères, sans qu'aucun d'eux soit tout pour toi. Si tu sais méditer, observer et connaître, sans jamais devenir sceptique ou destructeur, rêver, mais sans laisser ton rêve être ton maître, penser sans n'être qu'un penseur, si tu peux être dur sans jamais être en rage, si tu peux être brave et jamais imprudent, si tu sais être bon, si tu sais être sage sans être moral ni pédant, si tu peux rencontrer triomphe après défaite et recevoir ces deux menteurs d'un même front, si tu peux conserver ton courage et ta tête quand tous les autres les perdront, alors les rois, les dieux, la chance et la victoire seront à tout jamais tes esclaves soumis, et ce qui vaut mieux que les rois et la gloire, tu seras un homme, mon fils. Merci de ce témoignage
de son poème que vous avez voulu nous restituer. Je crois que nous avons tous un souhait, après tout ce que nous avons entendu, c'est que Christiane Falgueret-Levaux trouve la force et l'énergie de venir nous dire quelques mots. Elle a écrit 3 pages. Il va donc bien falloir les lire. On va la chercher. Et je crois que le sourire de Michel Levaux sera d'accompagner tout simplement. Vous restez ? Vous pouvez faire debout. À vous tous qui êtes venus partager ces moments de souvenirs et d'émotion, je vous dis merci. À la famille de Michel, sa sœur Claudie, à toi Édouard, à Carole, sa fille, à ses enfants, et à tous les autres petits-enfants, les cousins, les cousines, je ne les connais pas tous, mais ils sont là. Les amis fidèles aussi, Serge, Guy, tu es là, tu as toujours été à côté de Michel, Anne, et vous, Yanneke, devenus si proches de Michel ces dernières années. Les personnes qui ont travaillé avec lui lorsqu'il était à la Comilogue, ceux qui ont réfléchi avec lui pour faire aboutir nos projets d'exposition. Et souvent, Michel était très exigeant et nous avions du mal parfois à le suivre, mais il avait toujours raison. D'autres personnes encore, parents ou amis de mes filles, Aude et Aurélie, des amis du musée d'Appert, ou de simples sympathisants des actions que nous menons au musée. Merci d'être avec nous. François, Jean-Marc, Hubert, vous étiez les amis de toujours de Michel, et je vous suis reconnaissante d'avoir évoqué ces images de l'homme intelligent, doué, exceptionnel que fut mon mari. J'avais pour lui une très grande admiration qui ne s'est jamais atténuée durant ces 30 années de vie commune. Merci aussi à toi, Henri, qui fut parmi les premiers à croire en notre projet fou de musée. Le musée d'Appert est l'œuvre de Michel, ce n'est pas la mienne. C'est lui qui, bien avant de me rencontrer en 1983, avait voulu mettre en place une structure, plutôt un centre de recherche et de documentation, parce qu'il ne savait pas trop à l'époque. Il souhaitait que les arts traditionnels de l'Afrique soient mieux connus et valorisés. Avec lui, j'ai tout appris. La découverte des objets, la gestion d'une entreprise. Nous avons travaillé près de 30 ans ensemble pour porter notre musée. Avec nous, une équipe motivée, que je remercie pour son témoignage émouvant. C'est plus qu'un témoignage, c'est une preuve d'affection. Daniel, mon ami, tu es devenu aussi celui de Michel. Je savais que tu saurais veiller aux paroles et aux musiques de cet hommage que nous voulions dans la simplicité, comme Michel l'aurait souhaité, je crois. Nous voulions que les musiques soient fortes. Merci à vous, Alain Jean-Marie et Ali Wagué. Biguet, avec Aram, avec Eliane. Biguet, que nous croisions presque tous les jours dans tes costumes extraordinaires, avec ta joie de vivre. Tu nous as ramenés à Gorée, là où Michel nous a quittés dans son sommeil. Gorée qu'il aimait tant, et que nous avions choisi, lui et moi, pour que son rêve devienne réalité. Il présentait des masques du musée d'Appert pour que les jeunes Sénégalais aient accès à leur patrimoine, et donc symboliquement que ce message s'adresse aux autres jeunes d'Afrique. Nous avions souhaité aussi permettre à des artistes, Jacques Bengti, Hervé Beuze, Bruno Pédurand et David Damoison, dont l'histoire est liée à l'esclavage, de renouer avec l'Afrique grâce à leur installation
à leurs photos. L'exposition mémoire prend aujourd'hui un sens douloureux, un double sens, puisqu'elle sera un hommage à Michel Levaux le 8 décembre. Myriam, mon amie, ma sœur, tu étais à nos côtés à Gorée. Tu as fait le voyage pour renouveler ici les gestes d'affection. Tu as mêlé les lianes et les fleurs blanches pour que l'ultime départ de Michel se fasse dans l'apaisement. Merci aussi à Robert pour sa belle créativité. Mes derniers mots seront pour mes filles, Aurélie et Aude, mes trésors. Nous vivons ensemble cette épreuve. Je sais que vous n'êtes pas seuls. Marc-Olivier et Franz vous accompagnent. Je veux surtout vous dire que votre père nous a transmis ce qu'il avait de plus précieux, sa force et ses valeurs. Sa force pour qu'à partir de demain, nous ayons le courage d'avancer sur le nouveau chemin de notre vie, de votre vie. Michel ne nous donnera plus la main, mais il sera toujours là. Vous l'avez dit à travers ce beau poème de Kipling, la dignité, l'intégrité, la générosité, le respect de l'autre constituaient les principaux repères de Michel. Ils sont désormais les vôtres. Michel ne veillera plus sur nous. Mes filles, vous et moi serons dignes de lui. Il demeure à jamais dans nos cœurs, dans nos pensées. Nous étions unis tous les quatre par un amour rare et puissant. Cet amour-là ne connaîtra jamais de fin. Désormais, je vous aime pour deux. La soirée est terminée maintenant, mais comme l'aurait souhaité Michel Levaux, elle se termine avec la musique. Elle se termine avec le piano.
toi, Seigneur du cosmos, fais que je repose sous Gorée lombreuse, que je renaisse au royaume d'enfance bruissant de rêves, que je sois le berger de ma bergère par les tannes de Dilor où fleurissent les morts, que j'éclate en applaudissements quand entre dans le cercle Teneng Diaré et Tiagoum Diaré, que je danse comme l'athlète au tam-tam des morts de l'année. Ce n'est qu'une prière. Vous savez ma patience paysanne. Viendra la paix, viendra l'ange de l'aube, viendra le chant des oiseaux inouïs, viendra la lumière de l'aube. Je dormirai du sommeil de la mort qui vous nourrit. Je ne sais en quel temps c'était, je confonds l'Éden et l'enfance, comme je mêle la mort et la vie, un pont de douceur les relie. Je ne sais en quel temps c'était, je confonds le passé et l'avenir, comme je mêle la mort et la vie, un pont de douceur les relie. Il nous reste à nous lever pour saluer par nos applaudissements Michel Levaux.